Bonjour à tous, Michel Philippot, coordinateur du livret planification écologique avec Martine Billard, dans le cadre des mardis du programme. Voilà, je suis venu vous parler aujourd'hui comme formation de la centralité de la question sociale dans notre approche de l'écologie à la France insoumise. Alors, en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre inséparables l'urgence écologique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Alors aujourd'hui, effectivement, tout le monde se dit écologiste de plus en plus, et c'est quelque chose qui avance dans l'opinion publique. Mais la question, c'est surtout de savoir comment on veut mettre en pratique et comment on veut mettre en place notre vision de l'écologie. Alors, il y a l'écologie libérale, celle qu'on connaît, celle qu'on entend de plus en plus, qui est liée à Macron, mais qui va bien au-delà. Cette idéologie, cette écologie libérale, eh bien, d'abord, elle a comme principe le refus idéologique de régulariser, le refus idéologique d'interdire tout ce qui est possible aux multinationales. C'est-à-dire qu'on leur a refusé d'interdire le glyphosate, on a réautorisé les néonicotinoïdes, je vais y arriver, et donc, en fait, on interdit pas aux multinationales parce que effectivement, on n'a pas envie, je veux dire, d'avoir cette difficulté et d'y aller de front. Il y a aussi une obsession austéritaire derrière cette écologie libérale. Je pense, par exemple, aux suppressions de 15% des effectifs du ministère de l'écologie depuis 2017. Effectivement, derrière cette écologie libérale, il y a une lutte contre tout le service public. Pensons au projet Hercule de démantèlement d'EDF, pensons à la privatisation des barrages, pensons à l'ouverture à la concurrence de la SNCF, c'est-à-dire qu'en fait, notre écologie ne peut, je vais dire, ne peut développer du service public, par exemple, quand on est dans une écologie libérale. Et donc, le seul levier que va avoir l'écologie libérale, c'est la restriction des libertés individuelles. Comme il n'y a aucune approche systémique et aucun levier structurel, eh bien, tout va peser sur l'individu. Je prends l'exemple de certains je veux dire, qui avaient une sensibilité, par exemple, qui pensent avoir une sensibilité écologique forte au gouvernement. Eh bien, leur idée, ça a été, par exemple, d'augmenter le prix du diesel. Voilà, augmenter le prix du diesel, donc effectivement faire peser uniquement sur l'individu sans évidemment penser à changer nos transports. Demain, ce genre d'écologie libérale, si par exemple il y a des gens qui y croient, qui essayent de mettre en place vraiment une dynamique écologique, eh bien par exemple pourront dire eh bien on va taxer le chauffage ou alors on va limiter à 17 degrés dans les maisons. C'est une écologie qui va s'accommoder effectivement d'avoir deux filières, mais qui, si jamais elle essaye d'être plus radicale, va essayer de culpabiliser le citoyen. C'est la faute du citoyen s'il ne trie pas ses déchets, c'est la faute du citoyen s'il ne mange pas bio. On n'en est même pas là chez Macron, mais le bilan désastreux de Macron, de cette écologie libérale, en tout cas, c'est une loi climat complètement insuffisante, dénoncée par plus de 110 organisations et par le Haut Conseil pour le climat. Une majorité de ces décisions depuis 2017, comme on l'a vu, sont néfastes pour la planète. Il est en retard, évidemment, avec les objectifs de déploiement des énergies renouvelables et il n'est pas du tout dans les clous de l'accord de Paris, qui vise à contenir le réchauffement climatique, comme vous le savez, en dessous de plus de degrés. À ce rythme, évidemment, l'objectif de neutralité carbone visé pour 2050 serait atteint, selon la dynamique qui est mise en place par le gouvernement, en 2084. Bon, ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que toutes les écologies libérales auront la même conséquence. C'est-à-dire, si elles ne remettent pas en cause notre système, le seul levier, ça sera individuel. Et si il y a véritablement une croyance davantage, une croyance plus forte sur la question écologique,
eh bien, il faudra faire davantage attention et davantage gaffe uniquement à la dérive des cas d'aggravation des restrictions des libertés individuelles. On l'a vu sur la crise du diesel, sur la crise des gilets jaunes, avec la question du transport. Tout ça pourrait arriver sur l'agriculture, sur le BTP. Alors, il y a d'autres types d'écologie. Il y a l'écologie d'évitement, par exemple, à la Marine Le Pen. En 2015, elle était absente. Elle est absente lors du vote décisif au sujet du grand marché transatlantique, le TAFTA. Elle est favorable aux pesticides, mais en 2018, elle était absente lors des 2 votes sur l'interdiction du glyphosate à l'Assemblée nationale. Et en 2020, là, elle a voté pour la réautorisation des néonicotinoïdes. Cette fois-ci, j'arrive à bien le dire. Pour repousser à plus tard l'interdiction de l'élevage de visons, qui était le suspect numéro 1 dans la propagation du Covid-19. Donc, leur point commun à l'écologie libérale, à l'écologie de Marine Le Pen, à l'écologie qui serait plus radicale chez les libéraux verts, bien c'est une écologie de continuité avec le modèle actuel et au profit d'une poignée de privilégiés, et une écologie plus radicale dans une approche libérale et qui arrive à une diminution et à une restriction de nos libertés. Pourquoi il faut rompre avec le modèle capitaliste? Il faut rompre avec le modèle capitaliste parce que d'abord, ses composantes tuent le vivant. Le modèle capitaliste est basé sur l'accumulation. C'est le temps court de la finance. C'est tout à fait opposé au temps long des cycles naturels, au temps long qui demande la restructuration des sols, qui lutte contre l'épuisement. On ne peut pas avoir, comme disaient certains, une croissance infinie dans un monde fini. Quand on pense à ce temps court de la finance, c'est qu'une durée moyenne d'une action, c'est 22 secondes. Un pain Douglas a besoin de 60 ans pour restituer au sol les minéraux qu'il a prélevés pour sa croissance. Mais l'industrie les coupe tous les 40 ans. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'introduire le temps long et le système capitaliste n'est pas dans cette dynamique. Autre chose, il y a une financiarisation et une spéculation de tout. Par exemple, l'eau même, il est possible de spéculer sur l'eau aux États-Unis et en Australie. Cela signifie qu'il sera possible de privatiser et d'acheter et de revendre des quantités d'eau avant même qu'elle ne soit utilisée, puisque le prix est fonction de la rareté et que l'eau devient rare et précieuse à cause du réchauffement climatique, eh bien, cela va créer des fluctuations des prix de l'eau. Conséquences graves, effectivement, pour les individus. Je pense simplement aux incendies géants qu'il y a eu en 2019 en Australie. Un fonds de pension canadien a acheté 89 millions de litres d'eau australienne et cette eau a manqué à l'État pour éteindre les incendies. Cette logique aussi dans le capitalisme de privatisation. Les multinationales s'approprient les biens communs, s'approprient par exemple les sources. Exemple de la nappe de Vittel avec Nestlé, Danone avec Volvic. Les 2 entreprises vident la nappe phréatique pour vendre l'eau en bouteille au détriment de l'approvisionnement en eau potable des habitants. Une pression à la baisse dans le capitalisme sur les coûts. La question sociale est au point de départ du problème écologique qui a engendré le problème sanitaire de la pandémie de Covid-19. Le point de départ, c'est un modèle économique agricole, une obsession de réduction des coûts, une réduction des salaires, de la déforestation, l'élevage intensif, le transport sur des longues distances. C'est ce modèle qui a favorisé la rencontre entre les microbes pathogènes issus d'animaux et humains, la zoonose, qui ont propagé les virus. Mais surtout, cette vision
d'écologie capitaliste, et cette vision du capitalisme broie les personnes, broie les gens. Les plus pauvres, sur ces questions écologiques et sur la crise écologique, sont les plus pauvres qui sont en première ligne. La carte de la pauvreté et des maladies environnementales se superposent. Il suffit de voir la carte des diabètes, la carte de l'obésité, la carte de la pauvreté. Les pollutions subies sont subies en premier lieu par les plus pauvres. En 1980, un ouvrier avait 4 fois plus de chances de mourir d'un cancer qu'un cadre supérieur. 10 fois plus aujourd'hui. Les communes les plus pauvres, c'est là où les déchets sont enfouis. Les communes les plus pauvres, c'est là où construisent les incinérateurs. Le plus gros d'Europe est construit à Ivry-sur-Seine. L'incinération de déchets en cimenterie, eh bien, on place toutes ces usines à l'endroit où il y a effectivement les communes les plus pauvres. Que ce soit le trafic routier, la pollution, le bruit. En Outre-mer, la pollution au chlordécone, 92% des Antillais sont touchés. Qui est surexposé aux déchets nucléaires? Ce sont les travailleurs du nucléaire. Qui est surexposé aux déchets toxiques? Ce sont les travailleurs du ciment. Qui sont surexposés aux pesticides? Ce sont les agriculteurs. Bref, ce sont les travailleurs et les travailleurs les plus précaires qui vont être exposés aux dangers environnementaux. Ça broie les gens aussi. La question sociale est aussi, avec l'arrivée de la pandémie, ça a montré vraiment que ce sont les plus pauvres qui sont le plus touchés, par exemple, par le Covid-19. Les maladies chroniques liées au niveau de revenus et aux conditions de vie ont augmenté les risques de contracter les formes sévères de Covid-19. Les maladies respiratoires et alimentaires comme le diabète et l'obésité, le mal logement, le surpeuplement, l'insalubrité est aussi une condition aggravante de la propagation du virus. Ce n'est pas la même chose quand on vit à 5 dans un tout petit appart que quand on a beaucoup de mètres carrés à notre disposition. À Paris, les plus pauvres habitent en dehors des centres-villes. Et c'est eux qui ont dû subir les transports publics complètement bondés. L'exposition forcée des travailleurs essentiels en première ligne, dont une majorité de femmes, 90% des infirmières, 87% des employés d'EHPAD, 80% des caissières sont des femmes, tandis que les plus diplômés pouvaient faire du télétravail, partir à la campagne. Je prendrai l'exemple de la Seine-Saint-Denis. Elle a battu des records de surmortalité. Il y a eu un pic de 130% lors de la première vague, soit 2 fois plus qu'à Paris. Ce département est le plus pauvre de l'Hexagone. Le taux de pauvreté est 2 fois supérieur à la moyenne nationale et compte parmi les plus pollués. La Seine-Saint-Denis est le 3e département le plus touché par le diabète et le premier de l'Hexagone. Et donc, en fait, non seulement on va culpabiliser ces milieux, ces pauvres, mais en plus, c'est eux qui sont victimes des crises environnementales. Ensuite, la priorité des profits sur la vie piétine les droits fondamentaux. Par exemple, le droit à l'eau. Et qui va-t-il toucher? Effectivement, les plus pauvres. En droit français, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous. Or, Veolia, Suez, Lassor sont dans le top 10 des entreprises qui versent le plus de dividendes du capitalisme français. La facture d'eau a grimpé de 10% en 10 ans. L'eau gérée par le privé est entre 10 et 25% plus chère. On sous-investit quand c'est tout et uniquement le privé qui gère. Les conséquences directes, c'est qu'un litre sur 5 se perd en fuite, la moitié dans les Outre-mer. 90% des cours d'eau sont pollués aux pesticides. 2 millions de personnes ont du mal à payer leurs factures. 300 000 personnes n'ont pas l'eau courante. Des milliers continuent de subir des coupures illégales d'eau. Et les coupures d'eau sont quotidiennes en Outre-mer. Les entreprises stratégiques et savoir-faire indispensables sont dilapidés. On a un besoin clair
d'investissement écologique. Il faudrait des milliards par an, 50 milliards pour investir, pour changer cette manière de faire. Depuis 2009, les entreprises du CAC 40 ont augmenté leurs dividendes de 70% et baissé leur investissement de 5%. Les entreprises indispensables à la bifurcation écologique sont bradées. General Electric a supprimé 3000 emplois en 5 ans. Notre écologie, ce n'est pas l'écologie libérale, ce n'est pas l'écologie d'évitement, ce n'est pas l'écologie de la restriction des libertés. Ce n'est pas la future dictature sur la restriction des libertés puisqu'on n'a aucun levier structurel. Notre écologie, c'est l'écologie de rupture qui place au cœur la question sociale. Voilà, je voudrais simplement vous parler, par exemple, de la crise climatique. Quelle action propose la France insoumise pour atténuer cette crise climatique et pour s'adapter à cette crise climatique? Nous avons l'objectif de modifier nos matrices productives sur de nombreux secteurs et pas simplement de créer des secteurs de production alternatifs coexistant à côté d'autres nuisibles, d'autres productions nuisibles. On connaît très bien le capitalisme qui crée une filière bio à côté d'une autre non bio, qui va créer des filières écologiques à côté de filières non écologiques. Une filière, par exemple, construction écolo à côté d'une filière construction nécro, sans doute. Et donc l'idée, nous, c'est de changer toute la matrice productive, pour tous, et pas simplement en créant des filières qui s'opposent et qui culpabilisent les citoyens. Si on devait chiffrer cette manière de faire, par exemple en termes de réduction de gaz à effet de serre, cette manière de faire de simplement de créer deux filières et de culpabiliser l'individu, eh bien, ça serait tout à fait une dynamique très faible qui ne permet pas de réduire nos gaz à effet de serre. C'est vraiment incomparable si on change la matrice productive et si on a une dynamique de restriction et de culpabilisation individuelle. Le changement de la matrice productive est la seule qui, pour moi, en termes chiffrés, peut lutter, par exemple, contre le réchauffement climatique. Et pour ça, on connaît bien la dynamique des Verts, c'est d'avoir une écologie de la consommation, une écologie de la demande. On fait appel aux consommateurs. Voilà, c'est cette écologie-là qui nous mène aussi dans une impasse. Non seulement elle a montré durant ces 30 dernières années ses limites en termes de ségrégation sociale qu'elle pouvait alimenter et de culpabilisation de classe qu'elle pouvait entraîner. On ne crée pas avec les paysans une nouvelle filière agricole, on ne crée pas cette bifurcation écologique, on les culpabilise, à dire qu'on a mis tout au point pour qu'ils fonctionnent ainsi. Ce sera la même chose dans le bâtiment. Oui, on est pour l'éco-construction, mais surtout, on ne va pas changer de manière fondamentale la filière. Une étude récente du Shift Project montre que les efforts des individus ne peuvent contribuer qu'à faire baisser au maximum 25% des gaz à effet de serre. Le reste de la solution ne peut être que systémique. C'est pourquoi la FI compte réfléchir, comme vous le savez, avec les citoyens. Et c'est pour ça qu'elle met au cœur la révolution citoyenne et qu'elle va aussi construire avec les salariés qui savent mieux que tout le monde comment on peut changer l'appareil productif, sur l'utilité de certaines productions, sur le changement de mode de production, basé effectivement sur une consommation énergétique faible, sur des produits éco-conçus, sur une manière durable de consommer le moins possible des matières premières, produire le moins possible de déchets, et pourquoi ne presque pas en produire en fin de vie, et mettre en place avec eux les formations de base pour y parvenir. Je dis deux mots sur la formation. Aujourd'hui, la formation, par exemple, dans l'agriculture, on a une formation, par exemple, bio, une formation non bio. Et on ne fait pas rencontrer ces deux filières. Pourquoi ne pas faire rencontrer ces filières bio dans la formation de base? Moi, j'ai vécu, par exemple, une expérience formidable dans l'éco-construction
ou nos manières de construire en terre, de construire en paille, de construire en bois. On a été dans les écoles classiques de cimenterie, dans les écoles classiques de maçonnerie. Et cette rencontre avec ces pro-ciments, eh bien, a été superbe parce que effectivement, ça change tout le monde de l'intérieur et ça fait rencontrer les gens plutôt que de les culpabiliser et de créer deux filières. Par exemple, dans le secteur, comme je vous disais, de la construction, le changement de la matrice productive et des matériaux de construction, bois, terre crue et fibres végétales pour tous, permettrait de diminuer radicalement nos émissions de gaz à effet de serre, rien qu'en suivant les mesures présentes dans l'avenir en commun, c'est-à-dire l'isolation des bâtiments et la construction des logements sociaux. Tout cela créerait à la fois des centaines de milliers d'emplois et surtout réduirait la facture de chauffage de toutes les personnes en précarité énergétique. Je pense à ce logement social au cœur des Vosges où il fait extrêmement froid l'hiver, où la facture de chauffage est de 5 € par mois dans les logements sociaux. 11 € avec l'eau chaude. C'est la même chose pour l'agriculture, pour les transports, pour la relocalisation de l'économie, la décarbonatation de l'industrie. Tout cela, ce changement d'une matrice structurelle, des changements des systèmes de production, bien, ne met de côté personne. Notre écologie est une rupture avec le modèle capitaliste mortifère. Nous ne défendons pas la nature, mais en fait le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Notre principe directeur, comme vous le savez, est la règle verte, ne pas prendre à la nature davantage de ce qu'elle pourrait supporter ou renouveler en un an. Cette écologie, en fait, c'est une écologie populaire et républicaine. Elle affirme que chacun possède le droit de vivre dignement, peu importe d'où il vient, ce qu'il a dans son porte-monnaie. Elle est favorable, elle est désirable, elle est orchestrée par et pour le peuple. L'actualité nous a donné raison. La crise des Gilets jaunes, bien, ils ont eu raison de refuser une augmentation du prix de l'essence sans une alternative pour se déplacer. Le système capitaliste restreint ses libertés individuelles et ne pense pas à changer le problème systémique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une entrave d'accès au réseau des transports. Pour eux, c'est indispensable d'aller travailler, d'aller acheter, d'aller manger, d'accéder aux services publics. Ce qu'il faut, c'est changer les systèmes de transport. Eux, ils ont besoin de vivre. Si on ne met pas ensemble la fin du monde et la fin du mois dans le même combat, jamais nous n'y arriverons. La pandémie de Covid-19 va finir par une crise sociale, va finir par une crise, cette crise environnementale et sanitaire va finir par une crise sociale, finit par une crise des libertés. Aucune solution, pour moi, ne pourra advenir sur la question écologique dans le système capitaliste. Leur écologie va détruire notre triptyque liberté, égalité, fraternité. Car à terme, la gestion libérale d'un État qui soutient le capitalisme sera toujours contre les libertés individuelles. Comme il n'a aucun levier systémique, c'est la restriction des libertés individuelles son seul levier. Pensons aux crises terroristes. Le levier, c'est toujours le même. Il est individuel, il n'est pas de renforcer la police, de réfléchir à une restructuration, d'essayer à améliorer notre République. Sur la crise sanitaire, leur seul levier, comme on ne change pas les lits d'hôpitaux, comme on ne remet pas des lits d'hôpitaux, comme on en a des faits, comme on ne réfléchit pas sur les remèdes, comme on ne réfléchit pas à plein de solutions systémiques, le seul levier, il est dans la restriction des libertés. Le seul levier, c'est de nous empêcher de bouger, c'est de nous empêcher de sortir, c'est de fermer les restos, c'est de fermer les bars, c'est de fermer les théâtres. Eh bien, demain, ils géreront la crise écologique, le capitalisme le gérera de la même manière, c'est-à-dire en faisant une restriction des libertés individuelles. Et donc, la République est en danger.
Notre écologie, c'est le triptyque liberté, égalité, fraternité. Notre écologie, en 3 mots, sur la liberté. Notre écologie n'aboutira pas à la restriction des libertés individuelles parce que notre écologie, notre bifurcation, notre rupture écologique ne veut laisser personne au bord du chemin. Mais il veut offrir les conditions d'une écologie désirable par le plus grand nombre. Il ne s'agit pas de couper les réseaux. Il s'agit de trouver les moyens pour tous ensemble, les moyens humains et financiers à l'amélioration concrète de la vie de tout le monde. Concrètement, cela veut dire pas de restrictions, pas d'interdiction, pas de culpabilisation de classe, pas de restriction des libertés fondamentales sans alternative. En fait, c'est tellement devenu inimaginable parce que le système médiatique ne nous donne que cette possibilité. Le système capitaliste va attaquer, par exemple, les gilets jaunes, comme n'étant pas écologiques au départ, puisque leur seule idée, c'est d'attaquer la liberté de se déplacer, parce qu'augmenter le diesel à 2 €, ça aboutit à empêcher une partie de la population de se déplacer. Or, si on change notre système de transport, tout change. Il ne s'agit pas d'interdire les véhicules polluants sans investir massivement pour déployer le ferroviaire comme alternative. Or, qu'a fait le capitalisme? C'est libéraliser le fret, libéraliser le ferroviaire. Il manque 3 milliards par an pour le ferroviaire. Pensons à la question du logement. Demain, on empêchera peut-être certaines personnes d'accéder au réseau de chaud et de froid. On leur dira, ça sera trop cher de se climatiser ou de se chauffer. C'est déjà le cas en partie. Travailler sur la question systémique, donc effectivement, restriction des libertés. Si on travaille sur la question systémique, eh bien, c'est tout autre. On peut, avec le changement de nos systèmes productifs, le changement de la construction, l'isolation des bâtiments, on peut isoler 6,7 millions de ménages qui sont en précarité énergétique. Tout simplement, le coût du chauffage ne sera quasi plus rien, et ça existe, des solutions existent. Nous souhaitons l'interdiction des locations de passoires thermiques couplées à un plan de rénovation de 700 000 logements par an et de construction de 215 000 logements. Lutter contre les gens à la rue, lutter contre la précarité énergétique, contre tout ce système, en même temps avec des solutions écologiques. Et là, nos leviers en termes de gaz à effet de serre, ce n'est pas 1 ou 2%, hein. C'est énorme. C'est énorme sur le changement de nos systèmes de transport, c'est énorme sur le changement du système constructif, c'est énorme sur le changement de notre système agricole, c'est énorme sur tout ce qu'on a pu dire. Il ne s'agit pas évidemment de couper la liberté de bien manger, et même de manger tout court pour certains au fur et à mesure. Il faut arrêter peut-être de culpabiliser les citoyens pauvres et les agriculteurs. Il faut changer de système agricole. L'agriculture écologique et paysanne doit être relocalisée. Mais aujourd'hui, 8 millions, il faut que 8 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire pour survivre. Aujourd'hui, un agriculteur se suicide tous les jours. Nous proposons, nous, de garantir aux agriculteurs des revenus dignes via des prix planchers. L'interdiction des pesticides va avec l'encadrement, l'augmentation du SMIC, le chèque alimentaire, l'encadrement des prix pour permettre à tous d'avoir accès à une alimentation de qualité. L'égalité, liberté, égalité. Notre bifurcation écologique poursuit un double objectif. Défendre le droit égal de chacun à des conditions de vie collective et individuelle dignes. Une écologie favorable au plus grand nombre. Comme on a dit, il faut protéger le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Protéger les ressources naturelles en les considérant comme des biens communs dont personne ne peut être privé.
Pensons à l'eau, à la forêt, le droit au logement. Il faut garantir les conditions d'une vie digne à chacun. L'assouvissement des besoins fondamentaux via une gestion publique pourra garantir un accès au réseau, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès au transport, l'accès au logement. Si tout cela est privé, alors seuls les plus fortunés vont s'accaparer des canaux de sauvetage, comme dans le Titanic, face à la crise écologique que nous vivrons et que nous sommes en train de plus en plus de vivre. Et même si on veut l'atténuer, les seuls leviers sont des leviers systémiques et des leviers pour tous. Enfin, la fraternité. Planifier cette bifurcation via la puissance publique est un horizon collectif positif. Face aux conséquences du changement climatique, notre maître mot, c'est l'entraide, les jours heureux, plutôt que le chacun pour soi. Pensons aux services citoyens affectés aux tâches de l'urgence pour la reconstruction, mais pensons aussi à la dynamique de co-construction citoyenne qui pourrait se mettre en place pour réfléchir ensemble avec les salariés des usines à tout ce qui peut être sauvé. C'est beaucoup plus enthousiasmant. Cette bifurcation doit être co-construite avec les citoyens, les associations, les salariés. Je vous ai parlé dans l'autre formation de ce fameux Rubik's Cube des luttes, c'est-à-dire que si on ne regarde que la face écologique, on restreint les libertés individuelles. Si on travaille toutes les faces, la face sociale, la face syndicale, eh bien, on est gagnant. Moi, j'ai vécu quelque chose de formidable dans la question du logement, où on écoutait la Fondation Abbé Pierre qui disait, ben voilà, il y a une difficulté sur le mal logement, sur la précarité énergétique, et à la fois, c'est intolérable d'avoir autant de SDF à la rue. La Fondation pour la nature et l'environnement disait, on ne peut plus artificialiser les sols, peut-être qu'il faudrait plus construire. Les autres disaient, oui, mais il faudrait peut-être construire autrement, mais en écoutant les salariés des cimenteries et leur délocalisation du clinker, c'était très important. Si on met tout ça en place, eh bien, si on écoute chacun et si on co-construit des réponses tous ensemble, eh bien, en fait, ce n'est pas un compromis par le bas qu'on crée. On crée des conditions favorables pour créer des centaines de milliers d'emplois. On crée des conditions favorables pour réduire drastiquement des gaz à effet de serre, parce que tout ça est co-construit collectivement. Et en plus, c'est une dynamique extrêmement forte et sympathique qui met du bonheur. Cette bifurcation, elle se fait effectivement avec les salariés et les syndicats. Ça donne des millions d'emplois en perspective. Il faut évidemment davantage de moyens publics pour protéger, pour aider, effectivement, pour contrôler tout ce qui se met en place, pour vérifier. Défendre l'appareil productif stratégique et les travailleurs dont les savoir-faire sont indispensables à la bifurcation. On a besoin des salariés du nucléaire, on a besoin des électriciens et gaziers d'EDF, des salariés de Grand Puy, de Total. On a besoin des salariés de General Electric pour faire cette transition énergétique. On a besoin des agents de l'ONF pour protéger les forêts, pour créer une filière forêt-bois durable. On a besoin des compétences des salariés de l'automobile et de l'aérien pour inventer les transports de demain. On a besoin des salariés des cimenteries pour faire la transition de nos modèles constructifs. Ils ont des savoirs formidables sur la question des déchets. Comme c'est des ingénieurs en sciences des matériaux, travailler sur des réflexions sur des polymérisations de terre crue, ils en sont tout à fait capables. On a besoin aussi de faire rencontrer les personnes dans les formations de base. Il faut faire rencontrer ces formations du changement avec les formations de base. Il ne s'agit plus d'avoir une filière d'agriculture bio avec une autre filière. Il faut faire rencontrer ces mondes dans les formations. Il faut faire rencontrer les formations de maçons classiques avec toutes ces innovations.
faire rencontrer ces personnes, c'est riche, et ça culpabilise personne, et ça crée au contraire une autre dynamique. On en a marre d'être divisé. Il y a un système qui veut nous diviser. Nous, c'est autre chose que l'on veut. En un mot, loin de la société de la compétition et du chacun pour soi, nous visons l'harmonie avec la nature et avec les êtres humains, les jours heureux en bref.